d'être là aussi nombreux. Donc, au nom de M. Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, qui, hélas, ne sera pas parmi nous, peut-être en fin de réunion, mais ce n'est pas sûr. Au nom du conseil municipal, également de Jean-Marc Breton, qui est délégué à la santé et président du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure aussi. Je voudrais remercier très vivement mon collègue et ami, le professeur Éric Souillède, d'avoir accepté d'animer cette conférence consacrée à la ou au pluriel, comme il nous le dira tout à l'heure, DMLA. Le professeur Souillède est chef de service d'ophtalmologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil, ainsi que des hôpitaux universitaires Henri Mondor. Il a effectué l'essentiel de son cursus médical en ophtalmologie à l'université Paris-Est Créteil, qu'on appelle l'UPEC en abrégé, et ensuite un post-doctorat au Jules Stein Eye Institute de l'université de Los Angeles. Ses activités principales concernent les affections de la rétine, donc la DMLA bien évidemment, la dystrophie rétinienne héréditaire et maculaire et la chirurgie ophtalmologique. Le professeur Souillède a publié plus de 500 articles scientifiques consacrés à la prévention et aux thérapeutiques émergentes de la DMLA, à l'édème maculaire diabétique, aux dystrophies maculaires héréditaires, toutes sortes de maladies qu'il nous expliquera peut-être, ainsi qu'à l'imagerie multimodale de la rétine, à la télémédecine et à l'intelligence artificielle. Il a identifié ce qu'on appelle le premier polymorphisme génétique impliqué dans la DMLA sur un gène qu'on appelle le gène ApoE. Il a été également professeur invité dans plusieurs universités à l'étranger et il est membre de l'American Society of Ophthalmology. Il est aussi membre et lauréat de la Macula Society, dont le congrès annuel se déroule chaque année en février aux États-Unis, ainsi que de plusieurs autres structures et associations internationales, dont l'ARVO, ARVO, pour Association for Research in Vision and Ophthalmology. Il a été également en 2003 président fondateur de l'association DMLA, dont il préside le conseil scientifique. Donc, il fait partie des tout premiers experts internationaux de la DMLA ou des DMLA, et il en est considéré comme le premier expert français. Alors, cette ou ces maladies intéressent, comme il nous le dira certainement tout à l'heure, environ 0,3 personnes âgées de 55 à 59 ans sur 1000, mais plus entre 75 et 79 ans, autour de 5,7 sur 1000, et même 36,7 sur 1000 au-delà de 90 ans. C'est dire donc l'importance et l'intérêt de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des conférences santé initiées par la ville, et c'est dire aussi la qualité du conférencier qui vient ce soir et à qui je vais laisser maintenant la parole en espérant que la technique ne va pas nous trahir. Merci, cher Éric. Merci, cher confrère, et merci à la ville de Saint-Maur pour votre invitation. Voilà. J'y suis très sensible. Ça me fait plaisir. Je crois que c'est la première fois que je viens dans une mairie. Pas dans une mairie, mais pour parler. J'ai été pour mon mariage dans une mairie. Ah oui, donc que je viens ici pour parler de DMLA. Alors, si vous voulez, on va procéder de la façon suivante. Il va y avoir une première partie très générale sur la DMLA, on va dire des généralités, des banalités, puis peu à peu, on va monter vers des choses peut-être scientifiques, peut-être même trop scientifiques, qu'on va essayer de vulgariser, de rendre accessibles. Et puis à la fin, si vous avez des questions d'ordre général, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler de chaque cas particulier, hein. Moi j'ai eu ci, j'ai eu ça, si on ne connaît pas le dossier, ce sera difficile de répondre. On fera un petit tour d'horizon des questions, donc n'hésitez pas à noter les questions pendant la présentation que vous pourriez avoir. On fait comme ça ? On y va. On va parler des dégénérescences maculaires liées à l'âge. Alors, ce soir, c'est la soirée de la technique. Voilà, ça marche. Alors, d'abord, qu'est-ce que la DMLA ? Je me mets ici pour pouvoir voir en même temps que je vous parle. Qu'est-ce que la DMLA ? Tout d'abord, on va parler de la macula. Il y a dans l'œil une pellicule, comme une pellicule d'appareil photo,
qui fonctionne très très vite et qui reçoit chaque photon à la vitesse de la lumière et le transforme en un impact électrique via le nerf optique. Et cette rétine a en son centre une zone qui s'appelle la macula. C'est à peine 2 à 5% de la rétine, c'est une toute petite partie de la rétine et on va voir pourquoi elle est si importante, cette macula. Donc elle sert à voir tout ce qui est en face de nous, la vision, l'écriture, la reconnaissance des détails. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est l'atteinte liée à l'âge de cette macula. C'est la principale cause de cécité dans nos pays industrialisés. Alors, on va parler d'abord très rapidement d'anatomie de l'œil. D'avant vers l'arrière de l'œil, vu en coupe, il y a au fond une petite zone qui s'appelle la macula. Et cette macula, pointeur marche quand il veut, voilà, cette macula qui est ici, est composée de plusieurs couches. Il y a plus exactement 11 couches comme un millefeuille de rétine. Elle est nourrie par une couche, donc tout ça c'est la rétine, et en dessous il y a une couche qui s'appelle la choroïde. Imaginez un tissu spongieux, nourricier, qui donne l'oxygène, qui donne tous les micronutriments à la rétine. Vous voyez qu'en fait c'est une toute petite zone, elle fait moins de 5% de l'ensemble de la rétine. Quelqu'un qui aurait une macula totalement atteinte peut encore bouger, se déplacer, aller à sa salle de bain, à sa cuisine, aux toilettes, mais aussi marcher dans la rue. Il ne va pas perdre ce qu'on appelle la vision de déambulation. Par contre, tout ce qu'on voudra fixer qui est en face de nous, ça, ce sera atteint. Plus ou moins. Alors, on va parler maintenant d'épidémiologie. On l'a dit, cette maladie est fréquente. Dans les plus de 50 ans, on estime que c'est 7%. Dans les plus de 80 ans, on est à 50% d'individus atteints. Donc, ça augmente beaucoup avec l'âge. Et avec l'augmentation de l'espérance de vie, on a de plus en plus de patients atteints de DMLA. C'est la principale cause de cécité légale. Comme l'espérance de vie augmente, on a de plus en plus de patients et toutes les décades, on retrouve une moyenne d'âge de la DMLA qui augmente et on retrouve de plus en plus de patients. Quand on regarde ici ce qui est DMLA en rouge, et ici en rouge, tous les cancers confondus, cancer du sein, de la prostate, colorectal, vous voyez que la prévalence de la DMLA est aussi importante que l'ensemble de tous les cancers. En termes électoraux, ça fait du monde, ça. L'incidence annuelle de la DMLA exudative, vous voyez, est aussi comparable à chacun de ces cancers. Je vais peut-être changer de pointeur, ce sera plus... Oui, non, ça dépend d'où on se positionne. Ok, alors on passe maintenant... Voilà. Alors d'où vient cette maladie, la DMLA? Quelle est l'origine? On a longtemps cherché, tâtonné, il y a eu des hypothèses les plus folles les unes que les autres, sur l'environnement, sur les plastiques dans l'environnement, sur la consommation en bière, sur... Il y a eu des tas d'hypothèses et on est très fiers à Créteil, je suis très fier, on est très fiers d'avoir été les premiers à démontrer que ça pouvait être génétique. 98, c'est nous, à Créteil, qui avons démontré ça et ça a été un boom énorme, démontrer que l'origine de cette maladie était bel et bien génétique. Alors, il y a des gènes qui protègent, il y a des gènes qui prédisposent à la DMLA. À côté de ça, le soleil ne fait rien, n'est pas impliqué dans la DMLA. Une fois pour toutes, c'est une idée préconçue. C'est une idée marketing aussi des fabricants de verre, mais le soleil et la DMLA sont deux choses distinctes. Il y a par contre, dans la nutrition, des facteurs qui peuvent ralentir l'apparition d'une DMLA sur un certain terrain génétique. Autrement dit, on a notre génétique, mais il y a des facteurs nutritionnels qui peuvent ralentir l'apparition de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'un patient qui a une DMLA va ressentir? On va parler de deux gros symptômes, ce n'est pas les seuls. Mais les deux plus gros symptômes dans la DMLA, c'est la tache au centre de la vision, ce qu'on appelle dans notre jargon le scotome, et les déformations visuelles, tout à coup tout apparaît déformé, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les métamorphopsies.
peu importe, on va retenir une tâche et des déformations. Vous voyez un exemple, une patiente qui veut prendre un bus, qui veut voir son entourage, ou qui regarde simplement une grille de mots croisés. Des fleurs qui apparaissent jaunies avec le temps, puis qui peuvent apparaître déformées, et puis un scotome au centre. Vous êtes déjà passé devant l'hôpital Henri Mondor? Alors voilà ce que ça donnerait, l'hôpital Henri Mondor, avec le temps, il est de plus en plus sombre, puis les grilles sont déformées, et puis la tache qui apparaît au centre de la vision. On va se focaliser ici sur le mot, c'est en anglais, anything. Regardez ici ce mot-là, et vous allez vivre l'expérience d'un patient qui a une DMLA. Regardez ici. Au début, c'est subtil, c'est très subtil, c'est pas très grave. Ça, c'est en l'absence de traitement, bien sûr. Alors, qui avait, avant de venir ici, entendu parler de cette maladie, la DMLA? Levez la main. Qui n'en a jamais entendu parler? Oui, forcément, ils sont restés chez eux, parce que ça leur dirait... Mais en 2007, sont apparus les premiers traitements. Et ça nous est apparu important, quand j'avais créé l'association DMLA, ça nous est paru important de donner des messages dans la population en cas de symptômes. Si vous voyez des choses comme ça, venez vite, il y a maintenant des traitements, il n'y en avait pas avant. Et puis on a fait un sondage, et on a demandé à l'Institut Louis Harris, donc là on est en mai 2007, en pleine élection, on trouve un institut de sondage, vous imaginez. Il faut un sondage pour nous, et on se rend compte qu'il y a à peine 3% de la population cible, des plus de 55 ans, qui connaissaient ce mot DMLA. Et croyez-moi, en 5 ans, on a refait le même sondage 5 ans plus tard, on est passé à 50% de la population. À force de spots télévision, à force d'annonces dans les journaux, à force de... Il y a eu un vrai... On s'est beaucoup mobilisé, on a mené la première campagne d'information et de dépistage avec l'association DMLA. C'était un camion qui passait un peu partout en France, mais enfin partout, dans certaines villes, mais aussi les ophtalmologistes de ville faisaient du dépistage pendant cette semaine. Et puis récemment, il y a 3 ans, on s'est dit qu'on avait atteint l'objectif. Ça y est, maintenant, les gens savent de quoi on parle. Alors on s'est dit, on a fait le boulot, on arrête les campagnes, parce que finalement, on a fait du bon travail. Vous avez vu que dans le titre, on a parlé des DMLA. Il y en a plusieurs. Oui, madame, sèche et humide. On va distribuer des points. On va faire un Géopardy. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs formes de DMLA. L'origine reste la même. Les facteurs de risque génétiques restent les mêmes, mais elle peut s'exprimer de façon très différente. Il y a d'abord l'antichambre de la DMLA, ce qu'on appelle la MLA, la maculopathie liée à l'âge. Il manque le mot D de dégénérescence. Il n'y a pas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a simplement une maculopathie liée à l'âge. Comme je dis souvent à mes patients, avec le temps, la peau change, votre macula aussi elle change. Il est rare d'avoir aucun changement sur la macula à un certain âge. Bon, c'est pas une maladie en soi. Il y a des petits dépôts de lipides, il y a des petits remaniements, des petits plis. C'est pas très grave, mais on sait que ça prédispose à rentrer dans les catégories suivantes de DMLA, qui sont la forme atrophique ou exudative. Plus de la moitié des patients ici resteront dans ce stade, n'évolueront pas. Mais on sait qu'il faut les surveiller de près. À l'inverse, quelqu'un qui a 80 ans n'aurait rien, on peut le laisser tranquille pour 5 ans et lui dire on se revoit dans 5 ans. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs formes de DMLA, ici des panels de formes très très différentes. Je reconnais. En fonction de ce que l'ophtalmologiste va observer au fond d'œil, vous voyez que les stades sont différents. On peut même prédire la probabilité d'avoir une DMLA dans 5 ans. On fait un score à partir de ce que l'on a vu, on compte, et très rapidement, on va avoir une population qui a pratiquement 0% de probabilité d'avoir une DMLA dans 5 ans. Donc,
L'avantage, c'est de pouvoir déjà rassurer des gens qui pourraient être anxieux à ce sujet. Score 1 aussi, on peut les rassurer. Puis eux, à l'inverse, il y a toute une éducation thérapeutique à faire, toute une éducation, toute une prévention à faire chez ces patients qui évoluent, vous voyez, progressivement vers une DMLA, d'un stade de MLA vers la DMLA. Alors, comment cette maladie arrive? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs couches dans la rétine. Il y a un tissu nourricier qui s'appelle la choroïde. Imaginez une matrice, une éponge, qui donne les nutriments. Ces vaisseaux, dans cette couche-là, s'appellent la choroïde. Et malheureusement, sous l'influence de facteurs d'hypoxie, de manque en oxygène dans la rétine, de modifications inflammatoires, ces vaisseaux peuvent se développer de façon un peu anarchique, donner des néo-vaisseaux. Néo parce que nouveaux, des vaisseaux nouveaux qui ne sont pas tout à fait comme les autres, qui sont plus perméables, qui laissent passer le sérum, qui laissent passer le sang, des hémorragies. Et c'est le début de l'apparition de la DMLA. Vous voyez ici, si on faisait un petit film, les différentes couches de la DMLA. Est-ce qu'on a le petit film qui passe? Oui. Voilà, super. Je dis super, mais pas super. Bon, en fait, il y a des néovaisseaux qui prolifèrent à partir de ces couches-là vers les couches les plus superficielles. Ces vaisseaux prolifèrent sous la rétine et aujourd'hui, on a des techniques d'imagerie que nous n'avions pas il y a encore quelques années qui nous permettent vraiment de voir ce qui se passe qu'on avait avant dans des dessins histologiques ou dans des coupes histologiques. Une coupe histologique, il faut que le patient ne soit plus de ce monde pour pouvoir faire une coupe. Hein. De voir en temps réel, au micron près, ce qui se passe dans la rétine. Et quand on dit en temps réel, ça a toute son importance dans la réponse thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut mettre un traitement, donner un médicament et voir ce que ça va réellement donner, ce que ça va donner, quelle est l'efficacité des thérapeutiques que l'on peut donner à nos patients. Alors la DMLA, mis à part l'impact que la DMLA a sur la vision centrale, lecture, écriture, reconnaissance des détails, reconnaissance des proches, il y a aussi une cascade d'effets collatéraux, comme le risque accru de chute et de fracture, bien sûr, on n'a pas vu la marche, on n'a pas vu un rebord. La dépression, il y a 30% d'anxiété et de dépression liée à la DMLA parmi nos patients. C'est la raison pour laquelle, à l'hôpital intercommunal, nous avons maintenant des psychologues temps plein dans le service qui sont là pour attendre les patients chez qui pourraient se manifester des troubles d'anxiété ou de dépression liés à leur maladie, ce qui se comprend quand on a attendu toute notre vie le moment de la retraite pour pouvoir profiter et qu'on n'arrive pas à lire et qu'on est handicapé pour conduire. Ça entraîne beaucoup de choses. Ça peut entraîner beaucoup de voilà. Les difficultés ensuite pour voir la télé et le reste. Alors, le temps est un facteur clé dans la DMLA. Il y a la maladie qui apparaît, mais on ne s'en rend pas compte forcément tout de suite. Les vaisseaux sont là, on ne s'en est pas forcément rendu compte tout de suite. Les femmes s'en rendent compte d'ailleurs bien plus tôt que les hommes, d'une façon générale. Pourquoi? Parce que c'est la vraie vie, c'est mécanique, les femmes se maquillent plus que les hommes les yeux, et ça changera peut-être, mais... donc on ferme un œil, on en ferme un autre, tandis que quand il y a un œil qui domine, on ne se rend pas forcément compte qu'il y en a un qui voit moins bien. Donc il y a l'apparition, la reconnaissance des détails. Donc ça, c'est le rôle du dépistage, de pouvoir reconnaître avant que le patient s'en rende compte lui-même. Puis la deuxième étape, c'est entre la reconnaissance des symptômes et la prise de rendez-vous. C'est tout l'intérêt des campagnes de prévention et d'éducation en disant si vous avez ces symptômes-là, il faut vite consulter. Ne prenez pas un rendez-vous pour dans 6 mois. Tout comme quelqu'un qui aurait une douleur cardiaque ne va pas prendre un rendez-vous pour dans 6 mois.
Enfin, lorsque la personne téléphone, il faut que la secrétaire ait été formée et sache comprendre que là, il s'agit d'une urgence. Donc, on a fait tout un travail auprès des secrétaires d'ophtalmologie en France pour les former, les éduquer à cette notion d'urgence. Et puis, bien sûr, une fois que l'ophtalmologiste a fait le diagnostic, il doit traiter le patient très rapidement. Alors, quels sont ces traitements ? On va dire qu'il y a eu vraiment une coupure en 2005-2006. Jusqu'à présent, j'ai connu la période où on avait du laser qui était réservé à moins de 5% des patients. Très peu de patients pouvaient bénéficier du laser. Il s'agissait de néovaisseaux, de vaisseaux anormaux qui sont sur les côtés, pas tout à fait au centre. On ne pouvait pas brûler, traiter le centre de la macula. Donc, chez quelques patients, ça pouvait être faisable. Et puis est apparue une nouvelle technique qui était la photothérapie dynamique. On passe sur le détail. C'était encore très insatisfaisant, les patients continuaient à se dégrader. Mais c'était mieux que rien. Et est arrivée enfin l'ère de ces molécules que l'on injecte dans l'œil qui s'appellent les anti-VEGF. Le VEGF, vascular épithélial growth factor, est une molécule qui favorise la croissance de ces vaisseaux anormaux. Les anti-VEGF bloquent leur croissance. Ils s'administrent dans l'œil par des injections dans l'œil, dans le blanc de l'œil. Et ces molécules ont marqué un vrai tournant dans notre maladie. J'ai eu la chance de faire la première en France le 30 août 2005. Et à l'époque, il fallait faire des demandes d'ATU spéciales pour pouvoir l'avoir. C'était tous des dossiers à remplir pour chaque patient. Et on avait des scènes surréalistes dans la salle d'attente où il y avait des patients qui n'avaient jamais eu ce traitement et qui avaient eu la vision qui baissait en quelques semaines très vite, et des patients qui l'avaient et qui même y voyaient mieux au même moment dans la même salle d'attente. On a changé le paradigme. Nous étions dans une maladie incurable où nous n'avions pas de traitement, et on est passé dans une maladie chronique qu'on ne guérit pas, mais que l'on soigne avec des traitements réguliers, un peu comme le diabète, l'ostéoporose, toutes ces maladies chroniques. Ouais, si, je veux bien, si tu veux me passer les dias, ouais, éventuellement, parce que... Oui, juste là. Juste là, oui. Ça s'attendait pas ? Non, c'est très gentil parce que finalement, la portée de ce truc est limitée. Alors, vous voyez, ici, ça c'est l'évolution naturelle. Ça a été la première étude. L'acuité visuelle, dans les mois, qui chute dans l'évolution naturelle de la maladie. Les patients, ils voyaient moins bien et très vite. Et puis enfin, on avait des patients qui non seulement étaient stabilisés, mais ils voyaient mieux. Et ça, on n'aurait jamais imaginé que c'était possible de réverser le processus, de faire voir mieux à des patients qui avaient perdu de la vision. Ça a été une vraie révolution. Dans la suivante, oui, merci. Avec ces injections que l'on fait dans l'œil. Suivante. Voilà ici un process, on met un petit champ stérile, un écarteur, on injecte, ça dure pas longtemps, la préparation est longue, mais l'injection en soi doit être précise, méticuleuse, elle se fait à 3,5 mm du bord de la cornée. Et voilà, suivant. Alors, bien entendu, ça a un coût, bien entendu, ça a changé nos paradigmes, mais depuis l'apparition de ces traitements, dans tous les pays industrialisés, alors ici on a le Danemark et Israël, le suivant, voilà, on a Écosse, USA, enfin on pourrait tous les faire, dans tous les pays industrialisés, la cécité a été divisée par 2, 50% de réduction de la cécité depuis l'apparition de ces traitements. Quand on prend la principale cause de cécité et qu'on a un tel effet dessus, eh bien on a une vraie réduction de la cécité, tout ce que ça comporte d'impact dans la société. Suivante. Alors, il y a eu plusieurs études un peu partout dans le monde. Suivante. Sur le nombre moyen d'injections, en moyenne, les patients ont 5,2 suivante injections par an, et le profil des patients est très très différent. Le profil de réponse thérapeutique des patients est très différent. Il y a des patients qui répondent très bien aux 3 premières injections et qui en ont plus besoin pendant 1 an, et puis des patients qui répondent mais qui en ont besoin régulièrement, et des patients qui sont mauvais répondeurs et qui, malgré des séries énormes d'injections, se retrouvent avec des réponses thérapeutiques très très modestes. Suivant.
Et le nombre d'injections, bien sûr que les bons patients vont avoir peu d'injections, les moyens et les plus grands, mais on ne peut pas prédire, vous voyez que cette moyenne de 5 ou 6, c'est à peu près 30% des patients. On ne peut pas, au départ, la première fois que je vois un patient, je ne peux pas lui dire vous aurez tant d'injections cette année, l'année prochaine. Aujourd'hui, on a tout essayé, même en intelligence artificielle, on n'arrive pas à vraiment voir les marqueurs de prédictibilité de l'évolution, d'où la nécessité de suivre de près nos patients. Suivante. Vous voyez ici un patient qui a eu très peu d'injections, il est resté stable. Suivant. Voilà, celui-ci aussi on a eu très peu. Suivant. Et celui-ci, ça fluctue. Il a besoin d'injections régulières. Suivant. Alors, après avoir... suivant. Ouais. Après avoir beaucoup tâtonné dans les débuts, on avait une nouvelle molécule, il a fallu trouver le bon protocole. En fait, sont apparues assez rapidement 2 molécules sur le marché qui se sont partagées le marché des anti-VEGF. Il a fallu, et elles ont la même efficacité, il a fallu tâtonner pour trouver les bons protocoles pour les patients qui englobent la totalité de ces répondeurs-là. Alors on a fini par avoir un consensus, et ce qu'on a publié à Créteil, un consensus de tous les ophtalmos de France. On s'est dit, ce qui est certain, c'est qu'il faut faire 3 injections tout de suite, espacées d'1 mois, et revoir le patient. Et ensuite, dans la première année, on va observer, on va voir comment il répond au traitement, certains plus ou moins bien. Et au bout d'1 an, on va individualiser, faire une individualisation, une personnalisation du protocole thérapeutique à la réponse. Autrement dit, un patient qui n'a pas eu besoin d'injection après les 3 premières, on va peut-être pas le voir tous les mois, on va espacer, on va le voir tous les 2 mois, 2 mois et demi. Par contre, un patient qui en a vraiment besoin tous les mois, on sait que lui, on lui donne les rendez-vous tous les mois et on injecte quoi qu'il arrive. Suivante, merci. Alors, on a fini avec cette première partie des généralités, l'ADMLA, le passé et aujourd'hui. Si vous avez des questions, notez-les sur cette première partie. On va essayer d'imaginer, notez-les sur votre papier si vous avez des questions. On va essayer d'imaginer ce que sera ou ce que serait l'ADMLA dans 5 ans. Où on va? Suivante. Un peu d'imagination sur la boule de cristal dans 5 ans. Ensuite, suivante. Alors déjà, sur la première partie, vous avez vu que tout à l'heure, on a parlé de cette antichambre, les drusen, les dépôts de la MLA. Aujourd'hui, ils sont là, on surveille le patient, mais on ne sait pas trop quoi faire pour éviter que ça progresse. Eh bien, il y a 2 choses que l'on peut faire. D'abord, des antioxydants spécifiques de la rétine, soit par l'alimentation, soit en dose par des petites gélules. Et puis est apparue plus récemment une nouvelle technique qui s'appelle la photobiomodulation. Qui a entendu parler de ça? C'est vraiment une nouvelle technique. C'est vraiment une nouvelle technique avec une certaine longueur d'onde dans le spectre des rouges et des infrarouges, bien précise. On va stimuler la rétine, suivez-moi. On va stimuler les mitochondries, les petits organelles qui donnent de l'énergie dans la rétine, et on va augmenter l'énergie dans ces cellules-là, autrement dire les booster en énergie, les rajeunir en énergie pour éliminer ces débris de lipides. La cellule qui s'appelle épithélium pigmentaire, la cellule de soutien du millefeuille, qui est censée dégrader les débris lipidiques et qui le fait moins bien avec l'âge, eh bien on va la booster pour qu'elle y arrive un peu plus, avec une longueur d'onde de lumière. Spécifique dans les rouges. Suivante. Suivante. Voilà, ça c'est le principe, cytochrome, on va se passer là-dessus. Voilà, la technique est très simple dans le traitement. Suivante. Voilà, encore suivante. On va passer là-dessus sur des choses. Mais voyez simplement l'effet que ça peut avoir sur des gros drusen. Il s'affaisse parce que ce tissu en dessous qui s'appelle l'épithélium pigmentaire va les résorber, va faire en sorte que ça se résorbe beaucoup plus vite. Suivante. Là encore, une résorption très rapide. Certes, ça peut arriver dans l'histoire naturelle que ça se résorbe, mais aussi rapidement, en quelques semaines, c'est pas possible sans ce traitement. On a publié nos résultats récemment. Suivant. Vous voyez, en gros,
avant, après, ça c'est résorbé. Suivant. Voilà, suivant. Voilà, le volume aussi global. Vous avez compris le concept? Alors, il y a même qui parle de régénération, de rajeunir la macula avec cette technique. Suivante, merci, ça c'est les publications. Suivante. Alors, on a vu ce qui se prépare dans les 5 ans qui viennent, et nous on a déjà commencé à Créteil, on a été les premiers en France là-dessus. Aujourd'hui on le fait en pratique, déjà on a déjà commencé ça. C'est pas mal, parce que ça permet de retarder, ou en tout cas d'essayer de retarder le switch, la transformation d'une MLA vers une DMLA. Qu'est-ce qui nous attend maintenant pour la forme de DMLA que l'on appelle sèche, atrophique? Sec, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un très bon terme. On imagine mal qu'un linge puisse être sec et humide à la fois. Et bien pourtant, dans la DMLA, comme c'est un millefeuille, on peut avoir certaines couches de la DMLA qui sont considérées par la forme humide, avec des néovaisseaux, et d'autres couches qui sont considérées par la forme sèche, c'est-à-dire une atrophie, une diminution d'épaisseur des tissus. On savait que dans une même famille, puisqu'il y a une origine génétique, des individus peuvent avoir une forme sèche et la fille peut avoir une forme humide, ou l'inverse. On sait que pour un individu donné, on peut avoir une forme sèche sur un œil et humide sur l'autre. Mais aussi, le même œil peut commencer en forme sèche et se transformer en humide ou l'inverse. Donc il n'y a pas de barrière entre les deux. Et comme je dis, chaque patient est une forme particulière de DMLA, même chaque œil est une forme particulière et différente de DMLA. Il n'y a pas un œil qui ressemble à un autre. Alors, qu'est-ce qui arrive dans un DMLA atrophique? On va passer, suivante. 115. 115, c'est le nombre d'études, de protocoles internationaux actuellement dans le monde, dans la recherche sur la DMLA atrophique. Aujourd'hui, il y a 115 équipes, enfin, non, plus que ça, 115 protocoles. Chaque protocole peut être disséminé dans 80 équipes dans le monde. Suivant. Suivant. Alors, il y a plusieurs voies. On a un gros centre de recherche clinique à Créteil, donc on travaille, je crois, vraiment sur toutes ces voies. Suivante. Si on regarde les inhibiteurs de la cascade du complément, c'est une voie métabolique de DMLA, il y a déjà 2 molécules sur le marché aux États-Unis. Suivante. On va passer là-dessus, ça c'est des travaux qu'on avait fait il y a quelques années, on passe aussi, on passe. On peut s'attarder, voilà, on va rester là-dessus. Ça, c'est l'histoire en gris, ici, la ligne du haut, c'est la progression naturelle de l'élargissement de la tâche d'atrophie dans le temps. Autant dans la DMLA exudative que l'on appelle humide, la progression se compte en semaines, très rapide, autant dans la DMLA sèche atrophique, la progression se compte en années. Et chaque année, cette tâche centrale grandit. L'objectif de ces molécules, c'est de ralentir la dégradation. Une fois que le tissu est atrophié, aujourd'hui on ne sait pas le faire repousser, ça viendra peut-être, mais l'objectif c'est de ralentir cette dégradation, de ralentir ce vieillissement de la macula. Et vous voyez qu'avec ces molécules, on peut arriver jusqu'à 42% de ralentissement, ce qui est pas mal, ça veut dire des années de vision centrale en plus pour les patients. Suivante. Bon, on passe sur la thérapie génique, c'est aussi une nouvelle voie, on en parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Là aussi, on va passer là-dessus. On passe sur les prothèses rétiniennes. Alors là, bon, on va passer. Je vais quand même dire un mot, parce que c'est une voie d'avenir intéressante. Voilà, le but, c'est d'aller mettre une prothèse, une puce rétinienne sous la rétine. On l'a fait. Suivante. On va passer à la suite. Voilà. On l'a fait chez des patients qui ont des puces. Après, il faut une caméra et des systèmes de lunettes qui donnent des influx à la rétine. Et le patient qui n'arrivait pas
à voir même des grosses lettres, arrivent à lire. Mais il y a un gros problème pour ça, c'est que... On va passer à la suivante, oui, pour couper le son. Il y a un gros problème pour ces puces, c'est qu'elles sont faites par des startups dont on n'est jamais sûr de la pérennité. Il y a eu une première start-up qui a mis les clés sous la porte, et les patients se sont retrouvés avec des puces qui ne servaient plus à rien, et qui, après avoir revu et lu, ne pouvaient plus rien faire. Et là, il y a une deuxième start-up, c'est un de mes patients, et là, ils viennent de mettre les clés sous la porte aussi, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'acheteur, etc. Donc, on reste très, très, très prudent là-dessus. Alors, en tout cas, je vous ai dit que dans la DMLA atrophique, sèche, il y avait 2 molécules. Ces 2 molécules-là, elles existent. Elles sont disponibles aux États-Unis, mais pas encore en France. Pas encore en Europe, parce que l'agence européenne, pour l'instant, pour des raisons essentiellement économiques, a freiné. Ce qui est un peu scandaleux, parce qu'on a cotisé toute notre vie pour avoir droit à des médicaments. Mais l'agence européenne, pour l'instant, a dit on arrête là les frais. Bon. Donc on attend, c'est demain d'ailleurs où on pose un recours. Alors dans la DMLA exudative, vous voyez qu'il y a du sang, il y a, diapo suivante, s'il te plaît, voilà, vous voyez le nombre de molécules qui sont, et pour chaque molécule il y a plusieurs travaux, qui sont actuellement en cours d'analyse, d'investigation, pour lesquels on peut aller plus loin que les 2 principales qui se partagent actuellement le marché, le Lucentis, l'Ailea. Donc il y a un nombre important de molécules qui sont sur le marché, qui sont en cours d'analyse. Les 3 qui arrivent ou qui viennent d'arriver, on va continuer, merci. Alors il y a le brolucizumab qui est une molécule, on va juste se rappeler qu'il y a 3 nouvelles qui arrivent. Il y a le brolucizumab qui assèche plus rapidement et plus longtemps, mais qui a quelques effets inflammatoires, donc il faut surveiller de près les patients. La deuxième, le faricimab, qui joue sur une combinaison de 2 molécules qui, là encore, dure un peu plus longtemps que les précédents. Ils ne font pas mieux en termes d'acuité visuelle, mais il y a besoin de moins souvent d'injections. Ça répond à une des problématiques, mais pas toutes. Suivante. Et enfin, l'Ailea qui est connue, cette fois en formule plus concentrée qui dure plus longtemps, qui devrait apparaître. Les 2 premières sont déjà sur le marché, la 3e, ça devrait être pour bientôt, pour la fin du mois. Suivant. Alors la thérapie génique, peu importe, suivante. Oui, peu importe, je vais vous expliquer le concept. Le but cette fois n'est plus de soigner nos patients, mais de les guérir. Avec une seule injection, soit dans l'œil, soit sous la rétine, soit en arrière de la rétine, il y a plusieurs voies qui sont explorées, mettre un gène correcteur ou un gène qui va coder pour un médicament. Autrement dit, on va permettre à la cellule de fournir elle-même indéfiniment du médicament ou d'avoir des gènes correcteurs. Ça peut paraître un peu fou, moi ça me parle beaucoup puisque j'ai un parcours de généticien en parallèle, j'ai une thèse de science, un postdoc, j'avais fait mes premiers travaux de thérapie génique à UCLA il y a plus de 20 ans. Pouvoir dans la même carrière voir les premiers traitements et enfin identifier la première mutation dans la DMLA et voir les premiers travaux de thérapie génique, c'est énorme. Un grand merci à notre hôpital intercommunal. Il y a 2 ans, nous étions partis voir la direction en leur disant voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on soigne les patients. Demain, on veut les guérir. Et si à Créteil, en ophtalmologie, on n'est pas capable de faire ça, ben nos patients iront ailleurs et puis on perdra forcément notre vocation. Les médecins aussi iront ailleurs. Et on a besoin d'investir sur une plateforme de thérapie génique. Sauf que ça coûte beaucoup, beaucoup de sous, énormément, des plateformes de thérapie génique, et ça ne rapporte pas. C'est une vision d'avenir. Et l'hôpital a joué le jeu. On a réuni les communes avoisinantes de Créteil, dont Samor aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Et on a construit une vraie plateforme de thérapie génique pour permettre à nos patients. Et là, vendredi dernier, c'est une nouvelle, hein, nous avons inclus dans une de ces études, la première, on va passer les diapos. Voilà, on a recruté le premier patient en Europe à Créteil.
Donc c'est vraiment quelque chose de très excitant. On va continuer. Suivante. Bon, tout ça, c'est des chiffres, des données. Voilà, le but, c'est de maintenir. On va continuer. La suivante. Alors, ça nécessite une intervention qui est quand même plus lourde qu'une simple injection, mais après, le patient est... On a la possibilité de recruter 10 patients à Créteil pour cette étude. C'est une étude, il y a une centaine de centres dans le monde. On est très fiers d'être les premiers en Europe. Là-dessus, on va passer. Donc, si vous avez des questions sur la thérapie génique, marquez-les, on en parle tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour de ce que ça pourrait être dans 5 ans, à la fois la MLA, la forme atrophique, dite sèche, et la forme exudative. Et on y approche. On a entendu parler aussi dans l'avenir un avenir qui nous rattrape très très vite, de l'intelligence artificielle. La plupart des images, comme celle-ci que vous avez vues, n'existent pas. Elles ont été générées par ChatGPT, plus exactement Wall-E. Quand on lui demande de créer une image sur l'avenir de la DMLA, sans plus d'informations, il est capable de créer ce genre d'image. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? On avait une de Clint aussi tout à l'heure. C'était généré par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle est en train d'apporter dans notre domaine? Ça va très très vite et nous sommes très régulièrement bluffés, épatés de voir ce que ça nous permet de faire. Suivant, c'est une révolution qui est bien plus grande que ce que Internet nous a apporté jusque-là. D'abord dans la détection et le diagnostic pour les patients. Suivant. Le concept d'intelligence artificielle a évolué vers un concept de machine learning, puis de deep learning. Autrement dit, à chaque fois qu'il fait une recherche, à chaque fois qu'on le corrige, il apprend très très vite. Un peu comme un enfant qui va apprendre très vite la différence entre un chat et un chien, la différence, etc., etc. Mais imaginez des milliards d'individus dans la planète qui lui apprennent en permanence, il retient et il ne fait plus jamais 2 fois la même erreur. Suivant. Donc on passe là-dessus, ça fait des formules mathématiques, on va passer là-dessus. Voilà, le deep learning progresse en permanence. On peut analyser 1, 2 ou 3 dimensions. Suivant. Et bien entendu, suivant, s'il te plaît. Oui, on continue. Encore une. Oui, voilà. Lorsqu'il analyse une image, il ne va pas se limiter à la macula, il va aussi analyser le nerf optique, analyser un tas de détails sur lesquels on n'aurait pas forcément attiré notre attention au départ. Suivant. Alors, il y a une première machine qui a eu l'agrément par la FDA il y a 4 ans dans la détection de la rétinopathie diabétique. Beaucoup de diabétiques dans des centres de diabéto, il n'y a pas toujours des ophtalmos disponibles. La machine est capable de dire s'il y a une atteinte du diabète ou pas dans la rétine avec une bonne sensibilité et spécificité. Aujourd'hui, ça c'était les premières. Aujourd'hui, on est à 98% de sensibilité et de spécificité, c'est-à-dire aussi bien qu'un expert, et peut-être même mieux. Suivant. Bon, ça peut détecter pas seulement le diabète, le glaucome, la DMLA, ça peut aussi donner des indications sur l'état cardiovasculaire du patient, sur son sexe, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Suivant. Sur le diagnostic précisément de la DMLA atrophique. Suivante. Une des particularités, c'est que lorsqu'il y a, on va s'arrêter là, lorsqu'il y a une atrophie, c'est pas forcément une DMLA. Lorsque les tissus sont morts, qu'il y a une atrophie, une perte des tissus de la macula, sachez qu'il y a plus de 600 maladies différentes sur la macula. La DMLA est la plus fréquente, mais je viendrai encore 599 fois vous expliquer les autres. La plus fréquente est la DMLA. Il y a des maladies qui y ressemblent, ou en tout cas qui ont pu apparaître plus jeunes, mais le patient a pris de l'âge et il se retrouve avec cette âge d'atrophie. Qu'en est-il? Donc on a demandé à l'intelligence artificielle, ça c'est un travail qu'on a fait dans notre équipe, est-ce que cette image d'atrophie c'est de la DMLA ou c'est autre chose? Ça c'est important parce que si on a un traitement, si c'est autre chose, ça n'aura pas d'effet. Si on veut faire des études génétiques, ça n'aura pas d'effet. Donc il nous faut vraiment séparer, ce qui n'était pas toujours facile à l'œil nu.
et suivante, et on arrivait à des résultats qui sont très comparables et même supérieurs à ce qu'on pouvait faire entre experts. Suivant. Voilà, donc ça c'est les travaux de Créteil auxquels on a modestement contribué, mais on est une goutte d'eau dans un millième de goutte d'eau dans cet univers d'intelligence artificielle. Suivant. Maintenant, sur la on va continuer là-dessus. Ça nous permet aussi de dire à quelle vitesse ça va évoluer, la maladie, suivant. Il y a beaucoup de travaux là-dessus sur la vitesse d'évolution. Autrement dit, voir une seule image et avoir une idée déjà de comment le patient va pouvoir évoluer. On passe. Et là aussi, on passe. Voilà, à partir d'une seule image, voir si le patient va progresser rapidement ou pas, à partir de toutes les données qu'il a déjà intégrées sur des centaines de milliers d'images. Suivant. Alors maintenant, la détection de la DMLA exudative. On a vu que ça a aidé pour les premiers signes de DMLA, dans la rétinopathie diabétique, dans beaucoup d'autres choses, dans la DMLA atrophique. Et pour la DMLA exudative, on sait, vous avez vu que c'est cette notion de millefeuille, de couches différentes de la rétine. Suivant. Voilà. Encore, on va passer là-dessus. Il va pouvoir segmenter les différents types de liquides et même compter le liquide en nanolitres. Ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on comptait l'épaisseur en microns, mais on ne savait pas voir le volume et compter, envisager du nanolitre. Suivant. Et à partir de là, avoir une idée beaucoup plus précise de la réponse thérapeutique des patients. On va continuer. On continue. Oui. Lequel de ces patients évoluera dans une DMLA dans 2 ans? Un expert dira qu'il y a des petites altérations de pigments, certes, mais lui va tout de suite nous dire, lui, il n'y a pas de progression dans 5 ans, lui aura une progression dans 5 ans. Alors que l'image est quasi identique. Suivant. On va continuer. Alors, on a vu que ces techniques nous permettent d'évaluer le fluide, mais l'évaluation du fluide, du liquide dans la rétine, de l'œdème, dans la rétine, dans le temps, va nous permettre de voir la progression du patient et la réponse thérapeutique. Et pourquoi pas imaginer, on irait plus loin, que cet appareil soit mis chez le patient. Qui a chez lui un tensiomètre automatique? Pour prendre attention. Ça fait pas mal. Il y a du monde. Je me souviens très bien, j'ai vécu longtemps seul avec ma grand-mère, que pour prendre l'attention, à l'époque, elle prenait rendez-vous chez le cardio, et puis il allait là-bas, il lui prenait l'attention, ou elle attendait son généraliste qui venait à la maison, qui prenait l'attention. Moi, j'ai un tensiomètre à la maison, et quand ça va pas, j'appelle mon cardio, ou je sais que je dois prendre un peu plus d'hypotenseur, et je pense que je suis mieux suivi que ce qu'elle était à l'époque. Ces appareils ont pour but d'avoir, qu'on appelle home device, appareil à la maison, elle n'est pas trouvée. Ces appareils à la maison auraient pour but, et comment s'ils existent déjà, d'avoir un monitoring soi-même. L'appareil envoie une alerte au centre de lecture qui, s'il le juge pertinent, va dire au médecin, contacter le patient, ou permettre au patient de venir beaucoup plus tôt que le rendez-vous. Parce que si je dis à mes patients de venir tous les 2 mois, ou tous les mois, ou tous les 2 mois, entre-temps, il peut se passer quelque chose. Et peut-être que finalement, ça arrive souvent, qu'on dise à un patient vous allez bien, et qu'1 jour plus tard, il revient. Docteur, vous m'avez dit que ça allait bien, 1 semaine après, et oui, mais on ne peut pas les voir tous les jours non plus. Donc l'idée de ces appareils-là, c'est de pouvoir évaluer le volume de l'œdème dans la rétine par le patient lui-même. Suivant. On va passer là-dessus, voir ça c'est sur le volume. On va passer, oui. Là aussi, on va passer. On passe. Vous voyez, ça c'est l'ophtalmologiste qui prend une image, la met dans le logiciel, ça prend quelques d'intelligence artificielle, ça met... Alors il nous a fallu à Créteil pour en arriver là, changer plus de 130 ordinateurs pour qu'ils aient la puissance, changer tout notre réseau, passer sous un nouveau système. Monsieur El Assali est devenu. Et pour qu'on puisse arriver à cette étape-là, qui est inéluctable, et il faut qu'on prenne ce qui est derrière du temps, et ça nous permet de voir d'une fois sur l'autre quel est le volume et comment le patient évolue.
Jean-Marc, tu arrives à temps. Nous étions en train de féliciter notre hôpital de tout ce qu'il a fait en thérapie génique. Tu t'en souviens, tu étais là pour la plateforme. Et puis l'investissement informatique magnifique qui a été fait dans notre hôpital pour nous permettre de passer à l'ère de l'intelligence artificielle. Suivant. Vous êtes témoin qu'on a remercié l'hôpital. Ça a été... vous voyez qu'on arrive non seulement à évaluer le liquide, mais même là où il est. Le liquide qui est sous la rétine répond différent de celui qui est dans la rétine, de celui qui est encore dans les couches les plus inférieures. Et la réponse thérapeutique, aujourd'hui, on sait l'évaluer, la réponse à un traitement, avec beaucoup plus grande précision que ce qu'on n'a jamais pu faire. Et ça, c'est apparu en seulement 3-4 ans. Ça, il y a 2 ans, ça n'existait pas. Qu'est-ce qui nous attend? Suivant. Suivant. Bon, suivant. Voilà, les courbes de progression, on va passer là-dessus. Oui, suivant. Sur ces... On va pas... Continue, oui, merci. Alors, le parcours est très simple. Hein. Il y a le spécialiste de la rétine, le centre de monitoring, le patient qui a cette machine à la maison, qui envoie une alerte, qui va ensuite référer au médecin, qui va pouvoir appeler le patient et qui va lui donner accès à un rendez-vous très vite, dès qu'il y aura des alertes. Suivant. Vous voyez ici des détections de ce qu'on appelle exudation. Suivant. Ça, c'est un prototype, enfin, c'est un appareil qui fonctionne. Suivant. Et vous voyez que ça se compte en nanolitres. On compte en nanolitres l'œdème, les fuites des vaisseaux dans la rétine. On a une précision qui est de l'ordre du micron, hein, c'est-à-dire du millième de millimètre, pour évaluer ça. Suivant. On arrive à des notions qui peuvent nous être proposées qu'on n'aurait jamais imaginées. Bien sûr, le volume du liquide au moment du traitement. En combien de temps 50% du liquide a disparu? Vous allez dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? On en a à faire parce qu'il y a maintenant plusieurs molécules sur le marché. Je donne la première au patient, je vais voir en combien de temps il y a 50% du liquide qui a disparu, puis la deuxième, puis la troisième, et je vais trouver la meilleure molécule pour un patient. Le volume du liquide qui disparaît au bout d'1 semaine, le volume minimum qu'on peut espérer, et puis l'air sous la courbe. Autrement dit, on arrive en 2-3 ans, on est arrivé à révolutionner complètement le concept de prise en charge de nos patients. Suivant. C'est aussi utile, et ça s'articule avec la notion précédente que vous avez notée, qui est celle de thérapie génique. Imaginons qu'on guérisse un patient. On n'est pas à l'abri d'une récidive. On n'est pas à l'abri que se produisent d'autres néovaisseaux ailleurs sur la rétine. Il se peut que le patient réponde moins bien à la thérapie génique pour une réponse ou une autre. Alors ce patient aurait chez lui un home device, un tensiomètre à la maison pour voir s'il se passe quelque chose. Suivant. Voilà. On va passer là aussi. Voilà, alors je ne sais pas quel choix on va faire. De continuer, on peut continuer à faire de l'ophtalmologie comme on l'a toujours fait dans ce monde-ci, ou aller vers un monde plus virtuel d'intelligence artificielle, mais indiscutablement, ça apporte un plus dans la prise en charge de nos patients. Suivant. Alors, est-ce que finalement, on ne va pas être trop technique? On le sent bien, hein? On donne tout à l'intelligence artificielle, on se décharge, on ne parle plus aux patients. On n'a pas envie de ça. D'abord parce qu'il faut qu'on justifie notre place à l'hôpital. Hein, on est venu. Et puis aussi, je pense que certains patients aiment bien qu'on leur parle et qu'on ait encore un contact humain et qu'on explique la maladie. Alors tout ça, ça s'articule très bien en fait. Suivant. On a imaginé, dans ce moment de crise aiguë qui a été le Covid, tout ce qui était autour du soin, autour de l'œil. On soigne des maculas, on soigne des microns, on soigne des volumes, on soigne une image, mais tout ce qui va autour. D'abord, on est parti d'une évidence, on a été les premiers à publier ça, qu'au bout de 5 ans de traitement, la moitié des patients ont arrêté le traitement. Pourquoi? 10% par an. Est-ce que ces 10%, on pourrait les détecter, les repêcher, les motiver? Ça a été notre première réflexion. Suivant, s'il te plaît. Donc on a analysé les profils des patients.
Suivante. T.B. Keller a été recruté par la NASA dans les années 70 suite à l'incident de Apollo 13. Ils avaient les meilleurs du monde dans cette fusée, mais en situation de crise, ils ont été incapables de s'articuler entre eux. Vous voyez la scène des gens très brillants, mais en situation de crise, conflit et l'échec. Comment harmoniser, comment des gens qui viennent de cultures différentes, comment moi je vais m'adapter à vous, puis à vous, puis à vous, puis à vous monsieur, à des personnalités très très différentes. Et essayer de convaincre de la nécessité d'un protocole un patient psychorigide, qui va avoir besoin de chiffres, dans 92%, je peux vous assurer du succès. À 5 ans. Ou à l'inverse, pour certains, ça ne va pas leur parler et leur dire la petite piqûre, elle ne va pas faire mal, je vous le garantis, et on va vous prendre la main. Essayez d'évaluer en quelques secondes ou quelques minutes le profil du patient de façon à ce qu'il puisse adhérer au protocole thérapeutique. Alors vous allez dire c'est de la manipulation, oui, positive. C'est essayer de se mettre sur le même canal de communication que nos patients sans que ça nous épuise. Parce que certes, on peut le faire, mais si on n'est pas formé, ça va nous épuiser. Essayez de comprendre ça. Ça va beaucoup plus loin, c'est à l'intérieur d'une même équipe. On a une grosse équipe à Créteil, on a la chance d'avoir une grosse équipe. Éviter les conflits avec des gens qui viennent de cultures et de caractères très très différents. On a des médecins qui viennent de tous les continents et des cultures très différentes, et il faut savoir travailler entre nous. Donc ça a été la première étape. Suivante. Donc la deuxième étape, on en a parlé tout à l'heure, c'est des psychologues dans le service. 30% d'anxiété et de dépression. Nous avons la chance d'avoir un superbe hôpital qui a investi, 3 fois, qui a investi dans des psychologues. Ça ne rapporte rien en termes d'activité. Non, si on demande à... C'est pas pour rien qu'on est le seul hôpital aujourd'hui à avoir fait ça. Ça va faire boule de neige. Mais ce n'est pas de l'activité, ce n'est pas des sous qui rentrent dans l'hôpital, c'est de la pure dépense. Mais pour le bien-être des patients, croyez-moi, c'est indispensable. Depuis qu'ils sont là, on n'a plus eu un seul suicide. Nous en avons eu. Parce qu'il y a une présence de psychologues en permanence dans le service. Suivant. On va passer là-dessus. Oui. Et elles sont super en plus, nos psychologues. L'hypnose. Suivant. L'hypnose, il y a des patients qui ne supportent pas l'idée qu'on touche leur œil ou qu'on fasse une piqûre. C'est impossible. Alors on s'est mis, c'est une minorité, il y en a très peu, mais on ne peut pas leur dire vous êtes une minorité, rentrez chez vous, tant pis pour vous. Non, on a en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique et l'hôpital mis en place des séances d'hypnose. L'hôpital a formé des anesthésistes ou des IAD plus exactement, des élèves anesthésistes à ça, qui viennent. Ça ne prend pas quelques minutes par injection, ça peut prendre jusqu'à 40 minutes, le temps que le patient descende en hypnose, s'il sente bien, et qu'on puisse l'injecter sans qu'ils vraiment s'aperçoivent qu'on l'ait injecté, et ensuite une remontée d'hypnose, et revenir. Ce qui est formidable, on s'est aperçu que 40 minutes, vous êtes gentil, mais moi je suis d'un naturel impatient, je veux bien dire... Mais on s'est aperçu qu'au bout de quelques séances, le patient n'en avait plus besoin. L'anxiété était partie. Suivant. C'est une séance. L'accompagnant. Suivant. La personne qui accompagne. Eh bien, on s'est mis à travailler là-dessus aussi. Parce que si un patient ne vient pas, malheureusement, à un troisième âge, on est dépendant de la belle-fille ou du fils ou de quelqu'un qui l'amène et qui a pris une journée de congé pour venir et qui est impatient et qui doit retourner chercher les enfants et qui commence à trépigner une fois, 2 fois et puis ça s'essouffle. Donc on a travaillé beaucoup sur le rôle de l'accompagnant, la valorisation de l'accompagnant et le faire participer aux soins. Pendant très longtemps, on a dit, en médecine, il ne faut pas infantiliser nos patients. Ne parlons pas à l'accompagnant, parlons seulement au patient. Ça a été une erreur. Les deux comptent. C'est vrai que quand on a une personne qui des fois a ses facultés ou des fois ne l'a pas, on va instinctivement parler à la fille ou parler... Mais non, les deux comptent. Il faut parler au patient, mais il faut aussi encourager l'accompagnant.
On a beaucoup travaillé là-dessus. Suivant. Ah, alors on a lancé à l'hôpital intercommunal un autre concept qui est celui d'évaluation annuelle, avec un programme d'évaluation thérapeutique, un ETP. On est très fiers parce que notre hôpital est le premier pour l'instant, ça a été le premier, maintenant on a fait une fédération en France, de groupes d'éducation, de programmes d'éducation thérapeutique suivant, où participent un médecin, des infirmières, un orthoptiste, un psychologue, et puis des patients de l'association DMLA. Le but, c'est que ces 10% pressentis de patients qui pourraient lâcher, les remotiver, leur expliquer pourquoi on fait ça. Voir quels sont les problèmes. Vous avez raté des rendez-vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et discuter, avoir des petits groupes, je dirais façon de réunion Tupperware, mais améliorée, avec un peu plus de connaissances, de discussion entre très appréciés des patients. Donc le programme a été déposé à l'ARS, ça a été retenu, et au bout d'un an d'évaluation, ça a été un franc succès. Et on a un groupe d'infirmières qui sont juste incroyables là-dessus. Suivante. Voilà, ça c'est les petits groupes d'évaluation. Donc c'est vrai que les patients veulent que ça aille vite quand ils sont là, mais qu'on prenne le temps quand c'est leur tour. Et on ne peut pas le faire à chaque visite, donc on a ces réunions annuelles et ces programmes de motivation. Mon œil. Je vous laisse prendre le scan code pour ceux qui ont un téléphone de mon œil. Qu'est-ce que c'est que mon œil? Cher confrère, si tu veux bien faire le rôle du patient, oui, tu vas me poser des questions sur les drusènes. Alors je vais t'expliquer. Et puis tu me reposes la même question. Je vais t'expliquer. Et puis tu me dis, j'ai pas compris. Tu me reposes la même question. Je vais t'expliquer. Ma patience, ça reste à 3 fois. Certains arrivent, et puis tu reviens la fois d'après en me disant, vous m'avez rien expliqué, docteur. Bon, alors moi je note dans le compte-rendu, nous avons discuté ce jour de ça, ça, ça et ça et ça, parce que je connais le truc. Mais c'est vrai que ma patience... Et puis il y a, de façon légitime, le patient qui rentre chez lui en disant, j'ai oublié de demander au docteur si. Et oui, il y a une charge émotionnelle quand on vient. Quand on est de l'autre côté de la barrière, et malheureusement je l'ai été pas mal ces derniers temps, il y a une charge émotionnelle. On ne pense pas à tout. Et on rentre chez soi, on se rend compte qu'on a oublié de demander ça, c'était important, qu'on a oublié de demander ci, et que c'était très important. Alors on a créé une application, un dérivé de ChatGPT qui s'appelle Mon œil. Faites l'expérience, soit à l'oral, vous lui posez des questions, soit à l'écrit, et puis il peut vous répéter 120 fois la même chose, avec la même patience. Et puis vous pouvez même lui demander des précisions, ou de vous l'expliquer dans la langue de Verlaine, ou de vous l'expliquer de façon plus... Et il va s'adapter. Et non, pas du Verlan. Et alors, ça nous a... C'est vraiment un plus pour les patients, pour les secrétaires aussi, qui étaient rappelés régulièrement. On a créé cette application qui est dérivée de ChatGPT. En fait, c'est un interne et un de mes chefs de clinique qui sont venus en disant, on a un projet super à vous proposer. Ça vient d'eux. Essayez-le, vous verrez, c'est vraiment, vraiment bluffant. Alors, on a amélioré chacun des concepts. On a dit à l'appareil ce qu'était un drusène et comment il fallait expliquer aux patients. On a dit ce que signifiait une altération de l'épithèle pigmentaire, des tas de termes techniques, comment les expliquer de façon vulgarisée. Ça existe maintenant aussi, on a fait la version en anglais. Suivant. Ça encore, une image de synthèse sur l'avenir de la DMLA. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous avez le scan code de mon site, le site Créteil Ophtalmo, où vous retrouverez toutes les informations sur notre service à Créteil. Et je vous remercie. On va pouvoir passer aux questions. Alors, est-ce qu'on a un micro volant dans la salle? Oui, monsieur. Oui, bonsoir, merci pour cette conférence. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est mon ophtalmo. Il ne me parle pas de ça. Donc, j'ai 2 ophtalmos. Il me soigne pour éventuellement un glaucome. Alors, dites-moi si le glaucome, c'est avant la DMLA, si c'est un rapport. Voilà, on me donne des collyres qui sont différents et ils ne s'entendent pas entre deux pour savoir lequel est bon et lequel est mauvais. Donc, si on arrive à la DMLA, c'est que vraiment, on aura loupé pas mal de choses. Alors, si je comprends bien, votre médecin qui s'occupe du glaucome ne vous parle pas de DMLA.
Tout comme votre urologue ne vous parle pas de DMLA. Non, Et c'est une chose différente. oui. L'œil est un monde. Il y a un nombre de maladies incroyables. Vous savez, seulement sur la macula, il y a plus de 600 maladies. Le glaucome n'a rien à voir avec la DMLA. Donc, il ne vous parle pas de DMLA parce qu'a priori, vous n'avez pas de DMLA. Je pense que sinon, il vous en aurait parlé et il s'occupe de votre maladie qui est le glaucome et a priori, il le fait très bien. Oui, mais les gens qui ont la DMLA, ils ont bien quelqu'un qui leur a dit qu'ils l'avaient. Ah oui? Bah oui, mais qui? Leur ophtalmologiste. Ah bah tiens, on revient. S'ils en ont, mais s'ils en ont pas, il ne va pas leur dire qu'ils en ont. Oui, bonjour. Je voudrais savoir pourquoi il y a plus d'éléments après l'opération de la cataracte. Ah, voilà une excellente question. La cataracte, c'est un peu comme un rideau qui empêche de voir ce qu'il y a à l'extérieur, mais qui empêche aussi les gens de l'extérieur de voir ce qu'il y a dans la maison, ce qui se passe à l'intérieur de l'œil. Autrement dit, lorsqu'on a une cataracte, il se peut que l'ophtalmologiste ne détecte pas bien la DMLA qui commence à exister, qui est sous-jacente, parce qu'il y a cette cataracte. On peut difficilement la voir quand il y a une vraie cataracte. Et alors on l'enlève, et là on trouve les problèmes. Exactement comme quand vous tirez les rideaux, vous voyez la poussière dans la maison. Et je vous assure que ce n'est pas le fait de les avoir tirés qui a donné la poussière. J'ai des patientes qui m'ont dit, depuis que vous m'avez opéré de la cataracte, j'ai plein de rides. Voilà, c'est la même chose. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant parce qu'on enlève ce rideau qui est la cataracte. Alors, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Parce qu'il y a encore 40 ans, on pensait que opérer la cataracte, alors c'était des techniques plus agressives, donner la DMLA, et on s'est rendu compte en faisant des examens par des techniques plus poussées d'OCT-angiographie, qu'il y avait déjà des choses en dessous qu'on n'avait pas vraiment détectées à cause de la cataracte. Quoi donc? Il y a une composante vasculaire. Oui? Merci. Qu'est-ce que veut dire les nerfs optiques atrophiés? Alors, c'est encore autre chose. La DMLA concerne la macula, qui est une partie de la rétine. J'ai une tache. Les DMLA concernent la rétine, et une partie de la rétine qui s'appelle la macula. Le nerf optique est une extension du cerveau qui relie le cerveau à l'œil. Autrement dit, c'est le câble. Imaginez un câble en fibre de verre avec plein de fibres, et chaque fois qu'il y a des fibres qui cassent, eh bien forcément le signal est de moins en moins bon. Alors l'atteinte du nerf optique, c'est encore une autre maladie, ou un ensemble de maladies, puisqu'il y a plus d'une centaine de maladies qui sont liées au nerf optique, dont le glaucome d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec l'entité de DMLA. Bonsoir. Lorsqu'on a une DMLA et une cataracte, est-ce qu'il y a une contre-indication à se faire opérer de la cataracte? C'est ce qu'on m'a raconté plusieurs fois. Je suis gênée, effectivement, à cause de ma cataracte, mais comme j'ai la DMLA dans les deux yeux, on ne me perd pas, en fait. Ça semble plus prudent. Il doit y avoir un malentendu. Il faut opérer une cataracte quand il y a un DMLA. C'est pas est-ce qu'on peut, c'est qu'il faut le faire. Il y a un timing. Bien sûr que si on est dans la phase d'induction, vous savez, les fameuses 3 premières dont j'ai parlé au tout début, on découvre la maladie, on fait les 3 premières, à ce moment-là, ce n'est pas le moment de parler de cataracte. Là, c'est le moment, c'est traité urgemment. Mais ensuite, oui, il faut opérer parce que ça permettra de mieux surveiller la DMLA. Ça ne jouera pas sur la progression de la DMLA, mais au contraire, on peut même vous savez, plus de la moitié des patients que j'opère de cataracte ont derrière une DMLA. Ce sont mes patients DMLA Et il y a quelques précautions à prendre, dont l'instillation d'anti-VEGF en fin d'intervention, justement pour avoir encore plus d'efficacité. Donc, aujourd'hui, il y a un consensus et on sait vraiment, peut-être que, je ne sais pas quel âge a l'ophtalmologiste ou qui vous a dit ça, mais pendant très longtemps. Ou qui a un malentendu, mais aujourd'hui, oui, il faut opérer des patients, raison de plus pour les opérer. Oui. Oui, madame.
Avec Au gros soleil, où je suis dans le midi. Merci. Je remarque vraiment une différence la nuit. La tâche est plus profonde, et je n'ai qu'une MLA, je n'ai pas une DMLA. Mais la différence, s'il y a eu du soleil, si je suis dans le midi, c'est énorme. Vous avez raison. En fait, il faut différencier deux choses. La luminosité et l'effet toxique des radiations du soleil. Quand on est dans ce stade précoce de MLA, il y a un sous-groupe de patients, parce que ça encore c'est un ensemble, la MLA, cette antichambre c'est un ensemble, il y a un sous-groupe de patients, et c'est d'ailleurs l'école de Créteil qui a encore une fois décrit en premier cette entité qui s'appelle les pseudo-drusènes réticulées, une forme de drusène qui font que la sensibilité à la lumière est bien réduite, et il faut beaucoup plus de lumière pour y voir bien, et là on peut y voir beaucoup mieux, et à l'inverse, dès qu'il fait un peu sombre, on n'y voit plus du tout. Le soleil, la grande luminosité, ça peut être des LED aussi, des LED artificiels, aident à y voir beaucoup mieux. Il existe des loupes éclairantes pour aider à ça, avec des LED. Mais la toxicité du soleil n'est pas reconnue dans la DMLA. Autrement dit, ce n'est pas le soleil, et ça a été largement investigué, qui donne la DMLA. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que des opticiens vendent des verres anti-lumière bleue ? Parce qu'ils veulent les vendre. Et ils veulent nous faire croire que ça a un effet. L'American Ophthalmology Society et tous les gros groupes de scientifiques d'ophtalmologie ont dit ça suffit, maintenant il faut arrêter avec ça. Merci. Oui, il y en a. Au niveau alimentaire, alors, on va faire simple. Non, on va faire compliqué, je vais vous expliquer en détail. Il y a 3 domaines. Il y a les antioxydants, que l'on va retrouver dans la vitamine C, la vitamine E et le zinc, qui à haute dose ont un effet booster antioxydant. Mais ça, on peut le prendre qu'en gélule, on ne peut pas avaler 10 kg d'orange par jour. Il y a l'autre élément qui sont la lutéine et la zeaxanthine. Ce sont des pigments jaune-vert qu'on va retrouver dans certains végétaux, ce qu'on appelle des caroténoïdes. Dans la nature, il y a 600 caroténoïdes. Parmi ces 600, 140 sont consommables. Et parmi ces 140, il y en a 2 qui vont se retrouver exclusivement sur la macula et qui vont donner un filtre jaune pour protéger justement des longueurs d'onde du soleil, pour protéger de l'oxydation, et qui vont diminuer les sensations de voile et les aberrations optiques. Et ça, on va le retrouver dans les épinards, le chou, les brocolis. Oui. Troisième élément, c'est l'acide docosahexaénoïque, on le répète tous en chœur, qui est un oméga 3 à très longue chaîne que l'on va retrouver dans les poissons gras, et qui lui aussi, à bonne quantité, diminue par 2 l'incidence de la DMLA. Pareil pour la lutéine. Donc ça, vous allez dire, on se lance des fleurs, mais à Créteil, on a été les premiers à démontrer que le DHA diminuait par 2 la DMLA. À haute dose. DHA, acide gras à longue chaîne qu'on va retrouver dans les poissons gras. Autrement dit, saumon brocoli pour tout le monde demain. Ou saumon épinard. On va faire simple, vous voyez, il y a la version simple, saumon épinard, et la version plus scientifique. Non, désolé, ça a été une idée préconçue parce qu'il y avait des pilotes anglais qui m'ont bouffé à qui ils ont fait bouffer beaucoup de myrtilles sur la vitamine E. Non, ça s'arrête. On s'en est aperçu, on a fait des tas d'études là-dessus parce qu'on a creusé et aujourd'hui on sait que non. Myrtille, vitamine E, non. Oui. Bon. Oui. Oui. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Donc on m'a mis maintenant. Il faut que j'appuie, non? Il faut que maintenant je suis au Vabysmo.
Donc la prochaine, c'est la semaine prochaine. Et j'espère que pour la 4e fois, j'aurai une bonne nouvelle en me disant que je n'ai. Eh bien, je vous le souhaite. C'est je vous le super. souhaite. C'est très bien. Par contre, je vois très bien. Oui. J'ai que l'œil gauche qui Qui est atteint. traité. Je vois très bien au milieu, mais je vois des petites taches transparentes autour. C'est ça. C'est ça. Et Donc, je j'ai disais, j'ai cette fameuse grille de, comment ça s'appelle, avec les Amsler. Amsler. J'en ai partout. Je me surveille, je regarde tout sur Internet. Il faut manger ci, il ne faut pas manger ça. Je fais 2, 3, 4 kilomètres des fois dans la journée. C'est formidable. Je suis obligé de bouger. C'est bien, vous êtes bien approprié la maladie, c'est bien. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que ça va faire encore des progrès parce que franchement, je suis trop curieuse, ça me ferait vraiment suer de ne plus rien voir. Franchement. Ça n'arrivera pas. Oui. Je vous remercie de la consultation que vous m'avez accordée. Monsieur le professeur, avant de poser ma question, je me permets de faire une réflexion. Nous bénéficions dans cette salle d'une boucle d'induction magnétique pour les malentendants que nous sommes souvent, puisque avec l'âge, nous perdons de l'acuité. Vous avez une élocution extraordinaire, monsieur le professeur. Je vous ai très bien entendu, mais je voudrais dire aussi que lorsque l'on porte une prothèse auditive, un appareil auditif, et qu'on bénéficie de la position T, on peut avoir directement le son de la personne qui parle dans l'oreille. D'accord. Voilà. Alors, ma question, si j'ai bien compris et bien entendu, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut voir des couleurs qui apparaissent lorsqu'on a une DMLA, est-ce qu'on peut voir des couleurs qui apparaissent comme ça, incidemment ou... Précisez votre question. Alors, précisez, j'ai un problème de macula, et donc, un matin, je me lève, et comme ça, j'ai du rouge qui apparaît. D'accord. Ok. Alors là, on va rentrer dans quelque chose. Ce que vous dites est très intéressant, c'est pour ça que je vous demande de préciser. On va prendre quand même quelques minutes sur cette question. En fait, on ne voit pas notre univers. Il y a des photons qui vont sur notre rétine, qui donnent un influx électrique au cerveau, et qui, lui, va interpréter ça. Il va dire « Oh, maman, papa, madame, monsieur », il va l'interpréter. Si la rétine est abîmée, alors on va avoir des influx qui vont être, et si elle est très abîmée, des influx anarchiques. Et le cerveau va interpréter à sa façon, selon notre vécu, ces influx électriques. Selon l'expérience des patients, ces images créées, qui n'existent pas, que le cerveau va interpréter, peuvent être très différentes. Dans 15%, on est précis, des formes de DMLA très évoluées, ou même à des stades intermédiaires, le cerveau peut imaginer de voir des choses. Ce n'est pas la tête qui ne fonctionne pas, c'est des fois très inquiétant pour les patients qui se disent « j'ai des hallucinations ». C'est simplement que le cerveau, le cortex occipital, va imaginer qu'il est en train de voir quelque chose à partir des influx électriques. Pour certains patients, c'est très beau, c'est des fleurs, c'est des montagnes. Pour d'autres, c'est des têtes difformes, des monstres, qui les inquiètent la nuit et qui les embarrassent beaucoup. La chose est qu'au bout d'un certain temps, le cerveau va comprendre et va arrêter. Au bout de quelques mois ou années, le cerveau va arrêter de faire ça. Mais ce phénomène s'appelle le phénomène de Charles Bonnet. Il est connu et notre devoir, c'est d'expliquer aux patients qu'ils se rassurent, ce n'est pas la tête qui déraille, c'est un phénomène électrique, ça finira par disparaître et le plus souvent, ça disparaît. Vous nous avez parlé de la photothérapie par stimulation. Est-ce que vous allez la mettre en place systématiquement à vos patients qui sont atteints d'un début de vieillissement de la macula? Alors, vous parlez de la photobiomodulation. Oui. On ne le fait pas systématiquement. Il faut que le patient ait bien compris les bénéfices et les limites. C'est une nouvelle thérapie. Elle n'est pas encore reconnue
Il n'y a pas encore de codification, il n'y a pas encore l'appareil à son marquage CE, certes, mais c'est encore quelque chose de nouveau. Nous ne connaissons pas les effets de cela à 5 ans, si c'est votre question. On connaît les effets à 2 ans, à 3 ans maintenant, on ne sait pas ce que ça donne à 5 ans. Donc il faut que le patient, en général je le fais chez des patients qui en ont entendu parler, qui sont demandeurs. On lui donne une feuille d'information où écrit vraiment l'état des sciences qu'on remet régulièrement à jour et un consentement, et s'il est intéressé, alors on le fait. Les résultats sont bons, il n'y a pas de raison de s'arrêter. On a eu une phase d'hésitation où on a fait notre propre étude avec des résultats positifs qu'on a publiés dans une revue scientifique, mais pour l'instant, ce n'est pas encore totalement généralisé. Je pense sincèrement que toute technique pour laquelle on n'a pas au minimum 5 ans de recul, il faut encore être prudent. En même temps, j'ai dit en même temps, excusez-moi, il ne fallait pas dire ça. D'un autre côté, il y a des patients chez qui on n'a pas envie d'attendre 5 ans. Et on a envie de faire quelque chose tout de suite, et eux aussi. Surtout quand l'autre œil a déjà vrillé vers la DMLA. Merci. Oui. Est-ce qu'avoir un névus sur la rétine est un risque de DMLA? Non. Une réponse claire? Non. Un névus, c'est un grain de beauté. Oui. Comme on en a sur la peau, il faut les contrôler, c'est tout. Des fois, les grains de beauté dégénèrent, donc il faut les contrôler. Ben là, c'est pareil. Ça peut le risque est minime, mais ça peut évoluer vers un mélanome, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la DMLA. Ah non, non. Très bien. Mais comme j'ai déjà eu un mélanome... Et il faut faire attention, raison de plus pour le faire contrôler. On a maintenant recruté, grâce à notre formidable hôpital, on a recruté une spécialiste de ces lésions-là, qui nous a rejoint, qui a rejoint notre équipe au 1er septembre dernier. Et on a maintenant quelqu'un dans notre équipe qui fait ça, oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir l'impact des écrans sur la DMLA. Est-ce qu'il y a un impact ou pas? Est-ce qu'on peut... Oui, il y a un impact positif. Ah bon? Ah ben oui. C'est super. Non, je suis sérieux. C'est-à-dire que la lumière bleue n'abîme pas Alors, à moins de prendre... Il y a eu des expériences qui ont été faites sur la vision, où ils ont pris des macaques, où ils leur ont mis des lumières bleues à intensité énorme qui brûlaient la rétine. Ça brûle, c'est tout. Mais elle aurait été bleue, rouge, verte, ou simplement de la chaleur, ça brûlait. Mais ça n'a rien à voir avec la maladie DMLA. Et au contraire, les écrans permettent d'exercer la vision et de développer des points de fixation qu'on appelle excentriques, sur les côtés. Et rien de mieux qu'un iPad pour développer, parce qu'on peut le positionner, agrandir les images, changer les contrastes. Il y a Yves Jacot, la société Thomas Sinclair, qui pendant des années a vendu et qui maintenant a quasiment retourné sa veste en disant « Utilisez bien votre iPhone et votre iPad, et vous aurez aussi bien ». Et finalement, ça permet de n'arrêter jamais de lire. Oui. La rétine, c'est du cerveau, c'est pas du muscle, c'est pas un os, ça se casse pas. Il faut l'exercer en permanence. D'accord, merci. Donc, moi j'ai la DMLA humide, on me fait des piqûres tous les 2 mois à peu près en ce moment. Et c'est du Lucentis, le liquide. Et vous avez parlé de 2 autres liquides qui auraient un effet retardateur. Alors, je ne pourrais pas vous dire dans votre cas particulier ce qu'il faut faire ou pas faire. Vraiment, il faut connaître votre dossier, il faut voir la réponse thérapeutique. Si après tout le Lucentis vous donne de bons résultats et on va juger le résultat, en fait, il y a 2 notions. Il y a l'efficacité, et ça on juge sur l'acuité visuelle. Quelqu'un qui a une bonne acuité visuelle, on va dire que c'est efficace, oui, parce qu'en fin de compte, c'est ce que vous voulez, c'est voir bien. Et il y a la réponse thérapeutique. Quand je mets un produit, qu'est-ce qui se passe et à quelle vitesse ça se passe dans la rétine? La combinaison des deux est importante. Si votre ophtalmologiste constate que vous avez une réponse thérapeutique qui est bonne ou même moyenne avec le Lucentis, mais que vous gardez une bonne vision, il n'a aucune raison d'en changer. Alors, il y a quelques exceptions, c'est la notion de switch. Lorsqu'à un moment on pense que les récepteurs sont saturés, on va switcher vers une autre molécule qui a la même efficacité, mais pour lesquelles les récepteurs ne sont pas saturés. Et on revient
ensuite vers la première, le switchback. Je crois qu'en politique, ça s'appelle l'alternance. Quand on est saturé, puis on revient. Voilà, c'est cette notion de switch et de switch. Bon, parlez-en vraiment avec votre ophtalmologiste, mais je pense que si vous gardez la même molécule, c'est que le Lucentis est un excellent produit en termes de sécurité, de safety. C'est peut-être même le meilleur en termes de sécurité et de safety. Je fais ça à l'interco, chez vous. Oui, c'est qu'il a de juger que c'était un bon traitement. Maintenant, si vous avez un doute ou une question, le mieux c'est d'en parler ou de venir aux entretiens annuels. C'est des entretiens dans lesquels on a beaucoup plus de temps. Non, parce que le fait d'y aller tous les 2 mois, par exemple, est-ce que d'utiliser un autre produit, ça pourrait je ne connais pas votre cas. Ça pourrait dans certains cas, mais dans le vôtre, je ne peux pas vous dire. Qui peut me le dire alors à l'interco? Le médecin qui vous suit. Le médecin qui a les images devant vous, qui a l'historique sur l'écran et qui peut. Je la verrai la semaine prochaine, donc j'en parlerai. C'est le docteur? J'ai plus son nom. Le docteur, j'ai plus son nom, oui, qui a beaucoup de patients. Elle est adorée de ses patients. Très gentille. Elle est très gentille, docteur, j'ai plus son nom. Allez, la dernière question, parce qu'il est déjà 9h passé, avant de laisser le mot de la conclusion. Bonsoir, docteur. C'est la dernière. Oui. Mon mari a été suivi pour les 2 yeux. Il a perdu un œil complètement, l'autre à 50%. Il était traité par piqûre tous les mois et demi à peu près. Et puis, donc, il a eu un problème d'opération. Il est hospitalisé depuis 3 mois et demi à Mondor. Il a subi 4 interventions. Et il a perdu la vue pratiquement complètement de l'œil qu'il voyait encore à 50%. Alors, je voudrais savoir s'il y a un petit espoir qu'il retrouve un peu de vision quand tous les traitements seront terminés. Tel quel, honnêtement, je peux vous dire que oui, j'espère qu'il y a un espoir, mais je ne peux pas vous le promettre, je ne peux pas vous donner des faux espoirs. Je pense que lorsqu'il sera terminé, sorti de l'hôpital, il faut qu'il aille voir en ophtalmologie où ça en est. Peut-être que c'est quelque chose de curable, comme une cataracte ou autre chose. Peut-être que ça l'est moins. Non, il a déjà été opéré de la cataracte. Alors, mais il peut y avoir une cataracte secondaire. Donc, oui. je ne sais pas. Là, comme ça, là, je peux avoir que de l'empathie pour votre histoire, mais je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, merci. La dernière qui vient après la dernière, alors? Oui. En ce qui concerne, alors je ne sais pas si j'ai tout compris, mais la DMLA sèche, vous parliez de 2 molécules qui étaient disponibles qu'aux États-Unis. Oui. Est-ce que ça signifie que pour le moment, on ne peut rien faire, entre guillemets, pour la DMLA sèche? Parce que si j'ai bien compris, on parlait beaucoup de traitement de humide. Alors, oui et non. Quel micro? Dans la DMLA atrophique, dite sèche, il y a 2 traitements, un qui est vraiment meilleur que l'autre, le Syfovre, pour ralentir l'évolution. Aujourd'hui, il n'est pas remboursé en Europe. La Commission européenne a refusé, il y a eu des experts qui sont prononcés, ils ont dit on ne veut pas écouter les experts. Demain, on a un grand rendez-vous avec la Commission européenne, tous les leaders, moi je représente la France et chaque pays européen est censé leur expliquer pourquoi c'est urgent d'avoir ça pour nos patients. Mais la raison est principalement économique. Donc, voilà, il faut qu'on argumente là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas ce traitement. Mais, on peut quand même faire des choses pour nos patients au quotidien. Non pas pour améliorer leur œil, mais pour améliorer leur vision. Autrement dit, des loupes grossissantes, des systèmes optiques grossissants, des téléagrandisseurs. Ça, c'est une chose, c'est ce qu'on appelle les systèmes optiques grossissants. La deuxième chose, c'est la rééducation basse vision. Je vous ai expliqué que le centre était atteint. Certains orthoptistes sont spécialisés en basse vision pour déplacer le centre de la vision sur le côté. C'est un peu comme de la kiné, ça demande des efforts, mais chez des patients qui ont une certaine plasticité neuronale, qui comprennent bien les choses, comme vous tous ce soir dans la salle, ça peut donner de très bons résultats. Voilà ce qu'on peut faire en attendant. Merci. Merci beaucoup. Bon, nous arrivons au terme de cette soirée. Il me reste à remercier très vivement donc le professeur Souillette qui nous a fait le plaisir et l'honneur de
faire cette conférence ce soir à Saint-Maur. Merci à vous pour votre participation et toutes les questions que vous avez posées. Monsieur Breton, donc, qui est président du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Créteil, que j'ai cité au début, avant qu'il n'arrive, va vous dire un petit mot. Chers amis, je crois que vous comprenez la chance que nous avons d'avoir le professeur Éric Souillède, chef de service d'ophtalmologie au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Éric fait rayonner notre établissement dans le monde, puisque vous avez des fonctions scientifiques internationales, vous recevez des internes de tous les pays, vous formez des médecins à des techniques de pointe, à des injections intravitréennes, enfin, bon, vous avez tout exposé, et je suis très fier que vous travaillez dans notre hôpital, au service des patients de notre territoire et du monde entier. Et vraiment, et vous êtes un orateur en plus très brillant et très pédagogue. Très pédagogue parce que c'est pas évident d'expliquer des choses aussi pointues et les faire comprendre au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment formidable. Et bien sûr, Claude, le professeur Claude Soucy, qui organise, c'est lui le grand organisateur, c'est un professeur aussi, et donc c'est grâce à lui qu'on a des conférences de grand niveau à Saint-Maur. Merci beaucoup, très bonne soirée à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle conférence que tu vas annoncer peut-être. Oui, non, pour l'instant j'ai pas le titre, de toute façon ce sera après les vacances d'été maintenant je pense, en septembre, pour vous dire simplement que la conférence, avec l'autorisation du professeur Souillède, vous pouvez la retrouver sur le site de la ville, puisqu'elle est, comme on dit, podcastée. Donc, en allant sur Saint-Maur, YouTube, enfin, je ne sais pas exactement le site, voilà, vous faites YouTube Saint-Maur, vous allez retrouver conférence, et voilà. Merci encore, et merci. C'était très agréable. Voilà.